Et si le secret d'une trajectoire exceptionnelle, c'était pas d'en faire toujours plus, Ah, ça, c'est sûr. mais plutôt d'avoir le courage un peu terrifiant, il faut l'avouer, de dire non à, allez, 90% des opportunités qui s'offrent à nous. Au moins 90%, ouais. En fait, pensez un instant à ce placard que nous avons touché, Ah, je vois très bien duquel tu parles. voilà, celui qui déborde de vêtements. Il y a ce vieux pull qu'on garde au cas où il ferait un froid polaire. C'est ça. Ou alors cette veste un peu trop grande mais qu'on a achetée parce qu'elle était en super promotion. Et qu'on met jamais, au final. Exactement. On accumule ces objets avec des justifications qui sont en fait toujours tièdes. Et le vrai problème, c'est que nos agendas professionnels et personnels ressemblent exactement à ce placard. C'est une super métaphore. Ils sont complètement saturés d'engagements moyens, de projets qu'on a acceptés juste par politesse, ou des opportunités qui nous enthousiasment pas du tout, mais qu'on n'ose pas refuser. Parce qu'on a peur de dire non. Absolument. Et donc, dans la continuité de notre exploration en profondeur, après avoir vu comment repenser notre espace mental, notre besoin de jeu et l'importance vitale du sommeil, Des bases fondamentales, ouais. eh bien nous touchons aujourd'hui à la mécanique même de la décision. Et c'est vraiment le point de bascule. Là, on entre de plein pied dans la phase de sélection. Et il faut être très clair d'emblée pour les personnes qui nous écoutent. Vas-y. Le but de cette analyse détaillée aujourd'hui, c'est pas du tout de trouver une énième astuce de gestion du temps. Genre pour réussir à caser 20 projets dans une semaine de 60 heures. C'est exactement ça. On n'est pas là pour ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette approche prend vraiment le contre-pied absolu de la culture de la surproductivité qui nous entoure. C'est radical en fait. Complètement. L'objectif, c'est pas de faire plus, mais d'apprendre à rejeter avec une discipline, je dirais presque martiale, tout ce qui n'est pas strictement essentiel. Ouais. C'est une méthode pour filtrer le bruit ambiant, pour ne retenir que les très très rares choses qui nous permettent d'apporter notre plus haute contribution. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait ça concrètement? Eh bien oui, Parce que la théorie, elle est belle, mais face à une demande de notre patron ou une invitation d'un ami, la réalité nous rattrape super vite. on est vite coincé, c'est clair. Et c'est là qu'on retrouve la fameuse règle de Derek Sivers, sa règle du « oh que oui » ou bien « non Le Hellier sur no. ». Voilà. Le concept est d'une simplicité redoutable. Face à une opportunité, si la réaction viscérale, c'est pas une conviction absolue, un immense « oh que oui », eh ben la réponse doit être un refus ferme. C'est du binaire, blanc ou noir. C'est ça. Et Sivers, il a appliqué ça pour choisir son lieu de vie, par exemple. Il avait visité des villes formidables, genre Sydney ou Vancouver. Des villes incroyables sur le papier. C'est clair, il trouvait ça plutôt bien. Mais fidèle à sa règle, il a dit non. Il a refusé de s'y installer parce que c'était juste plutôt bien. Ouais. Et puis un jour, il est arrivé à New York. Et là, ça a été le coup de foudre total. C'était son grand « oh que oui ». Et cette règle de Sivers, il faut bien comprendre que c'est pas juste une anecdote amusante pour faire bien. Elle repose sur un mécanisme psychologique qui est redoutable. C'est-à-dire notre cerveau rationnel, c'est une machine à justifier. Ah oui, on est très fort pour ça. Très fort. Si on tombe sur une option qui est simplement bonne, notre cerveau va immédiatement inventer des dizaines de raisons pour l'accepter. Genre, ça fera bien sur le CV. Voilà, ou allez, ça prendra pas trop de temps, ou même on sait jamais, ça peut servir. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et le problème, c'est qu'en l'absence de critères stricts et binaires, on épuise notre énergie cognitive à évaluer toutes ces options moyennes. Ce fameux concept de fatigue décisionnelle. Exactement. Et Sivers, ce qu'il fait, c'est qu'il court-circuite cette fatigue. En exigeant une réaction émotionnelle et intellectuelle totale, il empêche son cerveau rationnel de se perdre dans des justifications tièdes. Ouais, je comprends l'idée de court-circuiter le cerveau. Mais, et là je me fais un peu l'avocat du diable. Vas-y. Soyons honnêtes, c'est facile à dire quand on est déjà un entrepreneur à succès comme lui. Je veux dire, le gars a pu annuler 12 jours de conférences juste parce qu'il n'était pas assez passionné. C'est un luxe, tu te dis. Bah oui. Pour le commun des mortels, dire non à quelque chose de plutôt bien, ça ressemble un peu à un suicide professionnel. C'est la peur classique, oui. Est-ce qu'on risque pas de se retrouver complètement sur la touche? Je comprends tout à fait. C'est la peur fondamentale qui nous pousse à tout accepter. En fait, c'est la peur du vide. Ouais. Mais si nous relions cela à une vision plus globale, c'est une véritable erreur de calcul mathématique. Ah bon? Comment ça? Eh bien, nous vivons dans un écosystème où les sollicitations sont infinies. On est d'accord là-dessus. Ça n'arrête jamais. Mais notre temps et notre énergie, eux, sont tragiquement finis. C'est vrai. Donc, chaque fois qu'on dit oui à une opportunité moyenne, on crée un coût d'opportunité qui est invisible, mais qui est massif. On bloque la place. Ah, je vois. Si une opportunité véritablement exceptionnelle se présente demain, on sera trop fatigué, trop occupé ou simplement trop distrait pour la saisir.
Notre espace mental, c'est une ressource qui s'épuise. Ok, décortiquons tout ça en revenant à notre analogie du placard, parce qu'elle permet vraiment de bien visualiser ce fameux coup d'opportunité. Elle est parfaite pour ça. Face à un vêtement, la question naturelle de notre cerveau, rationnelle, comme tu disais, c'est est-ce qu'il y a une chance que je le porte un jour? Et on trouve toujours une occasion hypothétique. Toujours. La réponse est toujours oui. Donc on le garde et le placard déborde. L'approche que nous étudions aujourd'hui change complètement ce filtre. C'est un virage à 190 degrés. La question devient plutôt est-ce que j'adore absolument cette veste? Est-ce que je me sens incroyablement bien quand je la porte? Voilà, c'est ça, le test. Et si la réponse c'est pas un immense oui, le vêtement doit partir. On garde plus pour au cas où. On garde pour l'absolument essentiel. C'est un changement de filtre radical. Le sentiment du « oh que oui », c'est un baromètre émotionnel qui est très puissant. Mais il y a un mais. Ah. Lequel? Pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut pouvoir transformer cette intuition en un système mesurable. Parce que les émotions, ça fluctue? Exactement. C'est là que la rigueur intellectuelle doit prendre le relais de l'émotion. Il faut pouvoir quantifier cette sélectivité pour l'appliquer aux décisions du quotidien, les grandes comme les petites. Et c'est précisément ce qui nous amène à la fameuse règle des 90%. Une règle implacable. Ouf, tu l'as dit. C'est un outil fascinant, mais qui me paraît aussi extrêmement brutal. C'est le but. Le principe, c'est ça. On prend une opportunité. On détermine le critère le plus important pour nous à ce moment précis, et on lui donne une note stricte de 0 à 100. Tout à fait. Et la règle d'or, c'est que toute option qui obtient une note inférieure à 90 devient automatiquement un 0. C'est éliminé d'office. Directement à la poubelle. Mais attends, 90%, c'est mathématiquement absurde pour des émotions ou des relations humaines. Tu trouves? Bah oui. Comment on est censé quantifier, je sais pas moi, un projet transverse à 88% ou une proposition d'association à 85% pour ensuite les rejeter froidement? En fait, c'est pas absurde du tout. C'est délibérément conçu pour nous protéger nous-mêmes. Ah, d'accord. La note en soi, t'as pas besoin de la calculer sur un tableur avec 3 décimales. Le chiffre de 90, c'est surtout une barrière psychologique. Un repère, quoi. Exactement. L'auteur identifie ce qu'il appelle la zone de danger mortel. Et cette zone, ce sont les scores situés entre 60 et 70. Des choses juste un peu au-dessus de la moyenne. C'est ça. Ces opportunités moyennes, ce sont de vrais trous noirs. Elles ont juste assez d'attrait pour nous tenter, mais elles sont pas du tout assez transformatrices pour changer la donne. Ouais, le fameux « oui, mais bon ». Accepter un 65 sur 100 pour une décision de vie, c'est choisir sciemment la médiocrité. Ça fait mal dit comme ça. Pense à l'école. Qui sauterait de joie en recevant un 65 sur 100 à un examen crucial? Personne. Personne. Alors pourquoi on l'accepte pour le choix de nos projets ou de nos relations? C'est vrai. Mais c'est douloureux quand même. Dire non à une proposition honnête qui est à, disons, 80%, c'est terrifiant. On a l'impression de gaspiller une vraie chance. Je suis d'accord. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Refuser le bon pour attendre un excellent qui est purement hypothétique, ça demande des nerfs d'acier. Et cela soulève une question importante. C'est vraiment le cœur même de la philosophie du compromis. Ce fameux trade-off dont parlent les économistes. Le fait qu'on peut pas tout avoir. Voilà. C'est douloureux, indéniablement. Dire non à une bonne chose, ça crée un malaise immédiat. Mais c'est un acte de foi qui est absolument nécessaire. Un acte de foi, carrément. Oui, parce que c'est la définition même de concevoir sa trajectoire par dessein et non par défaut. Prendre le contrôle. Exactement. Si nous n'imposons pas cette sélectivité extrême de 90%, eh bien, le monde extérieur s'en chargera à notre place. Oh, ça c'est une certitude. Nos collègues, les algorithmes, la société en général, ils vont remplir notre temps avec leurs propres urgences à 60%. Ça fait réfléchir. L'attente de l'excellence, ça demande de la patience et la capacité de tolérer l'inconfort du vide temporaire. C'est frappant de voir les choses sous cet angle de compromis. Mais la question qui s'impose naturellement, je trouve, c'est l'application à grande échelle. Comment ça se passe dans le monde réel? Voilà. C'est facile de jouer à ce jeu-là avec son petit agenda personnel. Mais dans le monde impitoyable des affaires, où la croissance et les profits exigent souvent de multiplier les offres, Ouais, on pourrait se dire que c'est incompatible. est-ce qu'une entreprise peut vraiment survivre en rejetant tout ce qui n'est pas 90%? Eh bien, les preuves montrent non seulement que c'est possible, mais que c'est souvent la caractéristique secrète des entreprises les plus résilientes. Vraiment? Oui.
L'analyse met en avant des exemples très concrets d'organisations qui ont institutionnalisé ces critères extrêmes. Absolument. Et l'exemple de Vitso, c'est cette entreprise de mobilier britannique dirigée par Mark Adams. Cet exemple, il est particulièrement édifiant. C'est un cas d'école. Dans un secteur comme le meuble, la norme, c'est de lancer de nouvelles collections tout le temps, de suivre les dernières tendances. Le face ferniture, en gros. Exactement. Mais Vitso fait l'exact opposé. Il se concentre quasi exclusivement sur un seul produit, le système d'étagère 606. Créé par Dieter Rams. Dans les années 60, un seul système, perfectionné pendant des décennies. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Raconte. Cette intransigeance sur le produit, elle s'applique de manière presque clinique à leur recrutement. Chez eux, un premier entretien se fait obligatoirement par téléphone. Et sans caméra. Sans caméra, oui. Ce qui est fou aujourd'hui. Et tu sais pourquoi ils font ça? Pour se concentrer sur la voix. Pour éliminer instantanément le bruit visuel. Le cerveau humain, il est tellement biaisé par l'apparence physique, les gestes, la tenue vestimentaire d'un candidat. Ah oui, le fameux délit de sale gueule ou l'effet de halo. Exactement. En supprimant l'image, ils isolent ce qui compte vraiment pour eux, c'est-à-dire la clarté du discours, la ponctualité, la capacité à s'exprimer de manière structurée. C'est malin, mais ce qui est encore plus profond chez Vitso, c'est l'évolution de leurs critères d'adéquation culturelle. C'est pas juste des suppositions lancées en l'air. C'est-à-dire? Au fil des années, ils ont remarqué une corrélation frappante. Les employés qui s'épanouissent le plus chez eux, ce sont souvent ceux qui ont joué intensément au Lego dans leur enfance. Attendez, Lego? Non mais vraiment, hein. Vraiment. Ça ressemble un peu à une anecdote de start-up farfelu qui veut juste faire le buzz. Quel est le rapport avec la vente de meubles? C'est pas du tout une fantaisie en fait, c'est une question de mécanisme cognitif. Le système d'étagère 606, il est modulaire, il est évolutif, basé sur des connexions logiques et une vraie pensée systémique. Ok, je commence à voir le lien. Et qu'exige le jeu de Lego? La compréhension spatiale, la logique modulaire, la capacité de voir comment des éléments séparés s'imbriquent pour former un tout cohérent, et ça, sans forcer. Ah ouais, c'est super logique en fait. En cherchant des profils qui ont cette inclination naturelle pour les systèmes imbriqués, Vitso recrute pas juste sur un CV, il recrute sur un fonctionnement intellectuel profond qui correspond à 100% à l'ADN de leur produit. C'est brillant parce que ça relie un trait de caractère totalement invisible à une compétence clé pour eux. Et c'est l'essence même d'un critère extrême. Et d'ailleurs, l'analyse mentionne aussi Aaron Levy, le PDG de Box. C'est une énorme entreprise technologique. Oui. Lui, il a un critère d'embauche unique. Face à un candidat, il se pose simplement une question dans sa tête. Laquelle? Cette personne aurait-elle pu faire partie des membres fondateurs de l'équipe? Waouh. Et si la réponse n'est pas un oui éclatant, il l'embauche pas. C'est une barre incroyablement haute. C'est énorme. Et c'est justement la différence fondamentale entre ce qu'on appelle les critères implicites et les critères explicites. Comment tu définirais la différence? La grande majorité des organisations fonctionnent avec des critères implicites. Ils sont vagues et franchement mortels pour la culture d'entreprise. Genre, on a besoin de bras. Oui, ou alors, il a l'air sympa, ou pire, la concurrence fait ça, donc on devrait le faire aussi. Le syndrome du mouton. C'est la recette garantie pour la dilution de tes équipes. En imposant des critères explicites, extrêmes et bien définis à l'avance, Comme cette personne pourrait-elle être cofondatrice? où a-t-elle cette pensée systémique, modulaire pour Vitso? Tu crées une véritable forteresse autour de ton entreprise et de ta culture. D'accord. L'idée de forteresse, c'est hyper puissante. Mais il nous manque la clé de voûte. Je t'écoute. Comment on fait pour construire cette forteresse au quotidien? Parce qu'on ne dirige pas tous Box ou Vitso. Heureusement. Si moi je suis face à un dilemme professionnel, là, demain matin, comment j'applique tout ça sans juste faire une bête liste de pour et de contre sur un bout de papier? C'est là que l'auteur nous propose une mécanique très précise. Un vrai processus de décision qui permet de structurer cette pensée. Ok, comment ça marche? Plutôt que de subir passivement l'opportunité, on doit la soumettre à un double filtre implacable. Faisons le test. On va prendre un exemple concret. Disons que je reçois une invitation pour donner une conférence dans une ville de taille moyenne, pour un événement de notre industrie. Ok, un classique. C'est payé correctement, le sujet est vaguement dans mes cordes, mais franchement, c'est pas la scène du siècle. Un parfait 65%, comme on disait. Le piège typique? Comment j'utilise la méthode là, maintenant, sans m'appuyer uniquement sur mon intuition? Alors, la première étape, c'est de définir 3 critères minimum. Ce sont tes conditions de base. Elles sont non négociables. D'accord. Dans ton cas précis, ça pourrait être 1. Est-ce que mes frais de déplacement sont couverts? 2. Est-ce que la date s'intègre sans détruire mon planning actuel? Très important. Et 3. Est-ce que le public correspond bien à mon cœur d'expertise? Ok, je vois. Si
un seul de ces 3 critères manque, la décision est hyper facile. C'est non. Direct. Même pas besoin de réfléchir. Exactement. Mais là où la magie opère vraiment, c'est à l'étape suivante. Ah, les fameux critères extrêmes ou idéaux, c'est ça. Exactement. Tu dois maintenant définir 3 conditions de rêve. Des trucs ambitieux. Ok, lance-toi. Par exemple, 1, cet événement va-t-il transformer fondamentalement la trajectoire de ma carrière? Carrément. 2, vais-je interagir avec des personnes absolument visionnaires qui vont m'élever intellectuellement? Et 3, la rémunération est-elle le double de mon tarif habituel? Parfait. Et c'est là que la guillotine tombe. Pour que tu dises oui à cette conférence, l'opportunité doit remplir les 3 critères minimums et au moins 2 de tes 3 critères extrêmes. Oh la vache. C'est redoutable. Si je reprends mon scénario, la conférence de niveau moyen dont on parlait, elle valide mes critères de base. Oui, l'hôtel est payé, la date te va. C'est ça. Mais elle va pas transformer ma carrière, je vais pas y rencontrer de grands visionnaires, et elle peut pas le double. Donc NG. Donc, bien que ce soit ce qu'on appelle une bonne opportunité, elle échoue complètement au test des critères extrêmes. C'est un refus. Et sans regret. C'est fascinant parce que cela me rappelle l'analogie de la barre de recherche qui est évoquée dans notre analyse. Laquelle? Si je tape une recherche super vague comme «bon restaurant» dans un moteur de recherche, je suis inondé de millions de résultats. Ah oui, tu sais plus où donner de la tête. Mon cerveau se noie complètement. C'est exactement la même chose si je cherche, disons, une bonne opportunité de projet. Tu vas trouver tout et n'importe quoi. Mais si j'utilise des critères extrêmes comme une recherche avancée du type la meilleure part de pizza au centre de Brooklyn avec un four à bois, Ah oui, tout de suite c'est plus précis. je filtre instantanément tout le bruit. Et le résultat sera extrêmement rare. Tu auras peut-être 2 ou 3 options seulement. Mais ce seront les bonnes. Mais ce seront exactement les bonnes, oui. Et si nous relions cela à une vision plus globale, c'est toute la philosophie de la recherche de notre plus haut point de contribution. Trouver le point d'impact maximal. On est tellement conditionné à vouloir faire une multitude de bonnes choses, tu sais, juste pour justifier notre existence ou notre salaire. Prouver qu'on est occupé. C'est ça. Mais l'impact, le vrai, il vient jamais de la quantité. Il vient de l'alignement parfait. On ne cherche pas une 50aine d'engagements corrects. On cherche la chose juste à accomplir au moment parfait, pour la raison exacte. Alors qu'est-ce que tout cela signifie si nous devons résumer un peu la puissance de cette mécanique de sélection? Je suis tout oui. Je dirais que c'est de comprendre que dire non à une opportunité qui est simplement bonne, c'est pas un échec. C'est pas non plus un acte d'arrogance. Surtout pas. C'est probablement l'acte stratégique le plus courageux que nous puissions faire. Je suis convaincue que oui. C'est l'unique moyen de protéger jalousement la ressource la plus rare que nous possédions. Notre capacité de concentration et d'engagement. Pour être prêt au bon moment. Voilà. Pour être prêt à bondir quand l'opportunité exceptionnelle, celle qui dépasse enfin les 90%, finira par se présenter. Et c'est vraiment un défi introspectif pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si nous observons notre quotidien avec une honnêteté brutale, là, maintenant, Sans se mentir. quelle est cette implication actuelle, ce projet professionnel ou cet engagement social qui ne mérite qu'un misérable 70%? On en a tout ça en tête. Et surtout, que se passerait-il si nous trouvions, dès aujourd'hui, le courage de l'éliminer complètement pour faire de la place à l'essentiel? Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.